personne ne peut apporter la réponse à nos défis. Comme on le dit, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un à son absence. Donc, s'il y a une réponse, ça doit être notre propre réponse. Malheureusement, pendant longtemps, nos pays ont toujours été dans des positions, disons même qu'on a été formaté toujours pour chercher des solutions ailleurs. Peut-être dans l'ancienne puissance coloniale, peut-être ailleurs, toujours. Mais on n'a jamais cherché la réponse qui se trouve souvent à nos pieds, que nous ne voyons pas parce que, pour plusieurs raisons. Vous avez suivi qu'en Russie se tient le sommet des BRICS. Les BRICS qui constituent aussi une alternative, il faut l'avouer, une alternative face à la défaillance de cette gouvernance mondiale où, à défaut de pouvoir prendre en compte ces nouvelles réalités, des gens se mettent ensemble pour pouvoir travailler, pour pouvoir créer une dynamique politique multilatérale, pour pouvoir créer aussi un cadre économique multilatéral, pour travailler même, faire des échanges souvent dans nos monnaies locales. Parce que certaines puissances utilisent leur monnaie comme une arme. Et qu'en définitive, nos pays vont se demander est-ce qu'il ne faut pas chercher de solutions. Donc il y a les BRICS, il y aura aussi d'autres changements. Et à côté des BRICS, je pense que des structures comme l'AES aussi, dans notre espace, sont aussi une réponse. Peut-être à la défaillance du régionalisme que nous avons connu dans notre région, où nous ne sommes plus assis à contempler, à regarder les réalités, mais nous nous sommes mis ensemble pour pouvoir répondre à cela. De cela. Et aussi, il faut le reconnaître, beaucoup d'aide au développement aujourd'hui, il est donné avec beaucoup de condescendance. Il faut qu'on sorte de ce schéma pour entrer dans des schémas de partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que je disais au début. Celui qui vient aider souvent a même plus besoin de cette aide que nous, dans la façon dont cette aide est dépensée. Or, ce dont on a besoin, c'est de partenariat, parce que c'est lui qui vient aider. Mais dans certains cas, cette aide-là crée plus d'emplois chez eux que chez nous. Donc, il faut qu'on s'asseye, qu'on regarde. Est-ce qu'on peut travailler dans la sincérité? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous avons? Comment on peut travailler ensemble pour que toi qui viens, tu gagnes et je gagne? Parce que même dans l'aide, tout le monde gagne. Hein? Ce n'est pas dire qu'il y a un récipiendaire au bout. Donc, ce n'est pas une aide qui est donnée juste par altruisme. Ne pensez pas que des contribuables d'autres pays étrangers sont juste des philanthropes qui viennent vous aider. Il y a certainement de la philanthropie dedans. Mais aussi, cette aide est souvent vient avec une contrepartie souvent politique. Je pense que la Suède qui nous a quittés récemment est un des exemples vivants d'un pays qui dit que moi j'arrête votre aide parce que vous avez coupé vos relations avec l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'a jamais été partie de notre engagement avec la Suède. Et même la façon de le faire. Je pense que quel que soit le montant du chèque, il faut d'abord respecter la dignité des gens. Il ne faut pas penser que parce qu'on donne un chèque, qu'on peut vraiment dicter ce qu'on veut. Donc, il y a toujours une contrepartie. L'autre contrepartie, c'est même nos votes aux Nations Unies. On vous donne pas parce que tu as voté à gauche, tu as voté à droite. C'est pas gratuit. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale sont instrumentalisés quand vous ne faites pas ce que les autres font. Chaque fois qu'il y a des problèmes, on attend l'aide de l'extérieur. Or, une aide n'est jamais dénuée d'arrière-pensée. Quelle que soit la justesse ou les bonnes foi de ces acteurs. Donc, je pense que l'AES est une dynamique importante par rapport à cela parce que nous avons dit que ce n'est pas de l'arrogance de dire qu'on a besoin de personnes aussi. Ce n'est pas le cas. On a besoin d'autres, mais ce besoin-là doit se situer par rapport à ce que nous faisons. Aujourd'hui, dans le cadre de l'AES, nous avons aussi le courage de dire non, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un paye un chèque qu'on va le suivre. Si ton chèque ne va pas dans la direction que nos pays ont définie, si ton appui ne vient pas aider nos armées dans le cadre de la vision stratégique que nous avons définie pour nos armées, mais nous avons le courage de dire non, merci. Y compris dans la région, pour des États autour de nous, qui veulent nous dicter des choses d'une certaine façon, on doit pouvoir dire non. Donc, le fait qu'il faut compter sur nous-mêmes, parce que là aussi, il ne faut pas se tromper, hein. On a des amis, on a des partenaires, mais il faut commencer par compter sur soi-même. Parce qu'en définitive, quand certaines situations difficiles arrivent, tu ne vois que toi-même dans le miroir.
Donc, pour que les autres puissent venir t'aider, il faut que le premier pas là soit fait par soi-même. C'est ça, l'AES, en se disant que le Mali, le Burkina, le Niger peuvent travailler ensemble, peuvent trouver des solutions. Pourtant, tout le monde s'est levé partout. Sur les télévisions internationales, vous avez entendu partout 3 pays pauvres qui se mettent ensemble, pays enclavés. Tous les négatifs ont été mis en avant. Mais c'est là le problème de confiance en soi devient important. Parce que quand tu commences à écouter ceci, tu ne vas pas bouger. Or, nous savons que ne serait-ce que sur le plan de la sécurité, le peu de moyens que le Mali a, le peu de moyens que le Burkina a, le peu de moyens que le Niger a, mais en les mettant ensemble, on voit le résultat sur le terrain. Parce que le problème n'est pas une question de moyens, le problème c'est une question d'approche. Nous avons décidé que s'il y a une menace au Burkina, c'est une menace pour le Mali, c'est une menace pour le Niger. Ça déjà c'est une force. Le Sahel est donc aujourd'hui victime aussi de ses opportunités et de ses richesses, également qui sont à la base de beaucoup de convoitises, comme je l'ai indiqué, y compris par rapport à ses ressources en eau. Bien malgré cela, la région est devenue également le théâtre de beaucoup de rivalités extérieures qui sont attirées à la fois d'une part par des richesses naturelles dans notre sous-sol, mais aussi par la position stratégique de la région. Donc tout n'est pas question de richesse, mais la position même du Sahel est une richesse en soi. Et en cela, la position d'une région, d'un pays comme le Mali, est éminemment stratégique. Même si on ne prend que le transport aérien en Afrique, des pays comme le Mali, le Niger, je crois qu'on ne peut rien faire sans ces régions. Donc notre position stratégique aussi est une dimension importante au-delà de nos ressources naturelles qui attirent les uns et les autres. Nous voyons que des pays comme l'Ukraine ont tenté de déplacer des crises qui se passent dans d'autres espaces. Mais là aussi, ma position est un peu celle d'aller un peu plus en profondeur, parce que il faut pas que nous pensions que la présence de l'Ukraine dans notre espace en soi, parce que l'Ukraine est là, parce que les Russes sont là, ils se battent contre ceci. Je pense que, si vous m'excusez le terme, l'Ukraine n'est que le cache-sexe de beaucoup d'autres puissances, de beaucoup d'autres entités qui se cachent de manière tout à fait conveniente en se disant que c'est plus facile de dire que l'Ukraine est là pour se battre contre les Russes, alors que nous savons qu'il y a d'autres motivations pour casser les dynamiques qui sont en cours. L'Ukraine elle-même n'est qu'un instrument par rapport à cela. Donc, cette façon de dire qu'on est en train de déplacer le conflit ici, il ne faut pas, je crois, c'est un écran de fumée dans lequel nous ne devons pas nécessairement tomber. Mais je crois que notre plus grand problème, de la traite négrière en passant par la colonisation, la période post-coloniale à aujourd'hui, c'est le manque de confiance en nous-mêmes. Nous ne nous voyons pas, nous ne nous donnons pas de la valeur. Ça, c'est important parce que dans certains cas, je pense qu'il suffit qu'il y ait un jeune expert formé dans une université occidentale, souvent même qui est un stagiaire, qui vient dans nos administrations. S'il produit un papier, nous y accordons plus de confiance qu'à nos experts, qui ont pourtant la connaissance, l'expertise technique, mais qui ont aussi la chance de vivre dans cet espace, de connaître ces problèmes. Donc je pense que notre plus grand problème, quelle que soit la situation en Afrique, c'est que nous n'avons pas confiance à nous-mêmes. Et c'est ce que nous essayons de faire maintenant pour pouvoir faire en sorte que nous puissions avoir confiance en nous-mêmes. Même quand vous allez dans une banque, on vous dit tout commence par la confiance. L'argent que vous utilisez, c'est que vous avez confiance, sinon c'est un papier. Donc je pense que la confiance en nous-mêmes est un élément essentiel pour pouvoir trouver des solutions, parce que d'autres ne nous donneront pas cette solution. Nous avons la solution. Peut-être que les conseils, les avis, l'expertise des autres peuvent venir en appui, mais il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous valoriser. Reconnaître que le Sahel, rien ne pourra se faire en Afrique sans le Sahel. Je vous l'ai indiqué, 4 des 5 régions africaines sont dans cet espace. En plus, le Sahel, en tout cas nous au niveau de l'AES, nous n'entendons plus subir. Nous voulons être des acteurs dans la définition du destin de nos populations et de nous-mêmes. Et
être aussi, le Sahel doit être aussi un des pionniers par rapport à l'émancipation du continent et le panafricanisme. Donc il y a beaucoup de bouleversements aujourd'hui qui sont intervenus dans notre région, et des bouleversements souvent induits par des populations dans l'espace du Sahel, mais aussi en Afrique de façon générale. Il faut pouvoir les intégrer dans votre analyse. En lisant déjà le thème, je me suis un peu interrogé sur le mot bénéfice. Pourquoi au bénéfice des populations? Est-ce que quelque part, nous n'essayons pas même de renforcer une idée d'une relation à sens unique? Parce que quand on est dans une relation, a priori, j'estime que tout le monde en bénéficie. Ceux qui donnent, ceux qui reçoivent, même si je n'aime pas ce mot de donneur et de récipiendaire, mais je voulais interroger la thématique elle-même dans sa formulation pouvait donner l'impression que c'est nous qui recevons. Donc j'imagine que dans vos réflexions, vous allez pouvoir revenir sur ces questions parce que nous travaillons ensemble. Ceux qui sont là parce que il y a des questions, si elles ne sont pas suffisamment prises en charge, vont les affecter. Et ils sont là aussi pour plusieurs autres motivations. Je vais développer ça dans le sujet. Sujet que je voudrais pouvoir développer en 6 temps. Le premier, c'est de pouvoir revisiter ensemble notre compréhension du Sahel, c'est-à-dire sa définition. Parce que nous avons plusieurs Sahel, chacun a son Sahel certainement. Les Sahéliens ont leur compréhension du Sahel, ceux qui viennent travailler avec le Sahel aussi ont leur compréhension. Donc c'est de pouvoir nous assurer que nous avons la même compréhension du Sahel sans aller dans des définitions théoriques. Je vais essayer de m'aventurer un peu à ce que nous puissions avoir une compréhension commune de ce qu'est le Sahel. Dans le deuxième temps, je voudrais pouvoir parler des opportunités aux défis, en le formulant de cette façon, parce que je vois plus le Sahel comme une opportunité que comme un défi, même si les défis ne sont pas à négliger. Dans un troisième temps, je pense qu'il est important d'élaborer sur une réponse endogène à nos problèmes qui renforce la stabilité et le développement au Sahel. Donc la réponse doit d'abord venir de nous. Je vais pouvoir développer pourquoi ceci est important comme premier pas. Et cette question va nous amener donc à ce que le ministre d'État, il en a parlé un peu dans son discours, à ce que j'appellerais la reconfiguration de la coopération internationale. Dans son interaction avec le Sahel, et quels sont les éléments de cette reconfiguration. Et dans un cinquième temps, je voudrais pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur la réforme de la gouvernance mondiale pour qu'elle réponde davantage aux aspirations de nos populations et des peuples des pays qui viennent travailler avec nous. Et aussi, je vais pouvoir finir dans un sixième temps avec des conclusions, mais certainement mes conclusions vont susciter probablement plus de questions que les questions même que j'ai soulevées pour pouvoir en retour, vous m'avez donné du travail, mais je voudrais en quittant vous donner encore plus de travail pour réfléchir, pour dire que je ne viens pas seulement pour répondre à des questions parce que j'ai aussi des interrogations que je voudrais que vous puissiez aussi répondre à ça. Maintenant, sur la première dimension, qu'est-ce que le Sahel ? Il y a beaucoup de choses qui sont écrites, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le Sahel. À défaut d'une définition tout à fait universelle, il est important quand même d'avoir une compréhension commune de ce qu'est le Sahel. Le terme Sahel, si on se réfère à la langue arabe, veut dire rivage. Rivage dans ce sens que on parle du rivage méridional de cet océan qu'était ou qu'est le Sahel par rapport à ça. Donc il y a des traits fondamentaux de ce qu'on appelle le Sahel qui s'étend du Sénégal jusqu'au Soudan et qui couvre une bande aride au sud du Sahara ou en tout cas dans le nord des pays dans lesquels nous vivons. Et une des particularités du Sahel, c'est que l'Afrique compte 5 continents et 5 régions.
Et le Sahel touche à 4 des 5 régions de l'Afrique. Ce qui en fait une donnée importante. Au-delà de ses caractéristiques géographiques, climatiques ou environnementales, le Sahel est avant tout un espace géopolitique qui est stratégique, à la fois pour la paix, mais aussi pour la sécurité, pour le développement, mais aussi même pour l'interconnexion et l'interconnectivité des différentes parties du continent africain. Par rapport à cela, le Sahel aussi, ce sont ces terres riches de leur diversité, diversité de la faune, diversité de la flore également, mais aussi le Sahel, ce sont des richesses naturelles en abondance, des richesses minières stratégiques souvent, et particulièrement le Sahel aussi, ce sont les ressources en eau les plus aquifères du monde. Parce que vous êtes des chercheurs, généralement quand on regarde le Sahel, on voit l'aspect désertique, mais je vous assure que le Sahel, c'est une des régions qui regorge des ressources en eau les plus importantes de la planète. Et pour les 50 prochaines années et même au-delà, l'eau va être la richesse qui va être à la cause de beaucoup de conflits dans le monde. Parce que ça va manquer. Et on viendra justement chercher ces nappes souterraines qui existent dans cet espace désertique. Je pense que ne pensons pas seulement à l'or, au diamant, au pétrole, mais l'eau est une des richesses qui va nécessiter qui va générer des convoitises énormes. Donc il y aura des enjeux importants dans le futur autour de cela. Le ministre d'État en a parlé aussi. Le Sahel, c'est aussi sa population. Une population majoritairement jeune, dans un espace de brassage aussi, mais aussi dans un espace de mouvement dynamique. Certains parlent de bombe à retardement. Je pense que cette bombe a déjà été enclenchée depuis un moment. Donc il est extrêmement important pour nous de faire de cette jeunesse une opportunité, parce que tous les changements qui sont intervenus dans nos pays, que ce soit sur le chemin de la migration, que ce soit les changements de pouvoir, que ce soit les rébellions, le terrorisme, tous ces mouvements qu'on voit, ce sont les jeunes qui sont au cœur de ces mouvements. Ça veut dire que si on ne s'occupe pas de ces jeunes gens, ils vont certainement s'occuper de nous comme ils sont en train de le faire un peu partout. Donc c'est une dynamique importante dans le Sahel, mais c'est surtout une richesse dans laquelle nous devons investir. Le Sahel, c'est aussi un espace ouvert, un espace accueillant, un espace riche de sa diversité aussi, mais aussi du brassage de ses populations. Ces éléments, nous devons pouvoir les avoir. Ces énumérations, naturellement, ne sont pas exhaustives, mais ceci me conduit avec ces éléments de définition. Je n'appelle pas ça définition, mais éléments de définition au deuxième point de cette présentation qui touche aux questions de défis et d'opportunités pour le Sahel. En réalité, le Sahel, les opportunités du Sahel sont paradoxalement les sources de ces défis. Parce que si vous regardez les défis auxquels notre région fait face, où notre espace fait face, c'est parce qu'il y a des opportunités que nous-mêmes, en tant que Sahéliens, probablement nous ne voyons pas souvent. Donc il ne faut pas qu'on se plaigne et qu'on se focalise sur ces défis. Il y a des défis, il y a des intérêts parce qu'il y a des richesses dans notre région. Donc il faut que nous nous voyons en tant que source d'opportunités et de changement. Le Sahel est donc aujourd'hui victime aussi de ces opportunités et de ces richesses également qui sont à la base de beaucoup de convoitises, comme je l'ai indiqué, y compris par rapport à ces ressources en eau. Bien malgré cela, la région est devenue également le centre, le théâtre de beaucoup de rivalités extérieures qui sont attirées à la fois d'une part par des richesses naturelles dans notre sous-sol, mais aussi par la position stratégique de la région. Donc tout n'est pas question de richesse, mais la position même du Sahel est une richesse en soi. Et en cela, la position d'une région, d'un pays comme le Mali, est éminemment stratégique, même si on ne prend que le transport aérien en Afrique. Des pays comme le Mali, le Niger,
je crois qu'on ne peut rien faire sans ces régions. Donc notre position stratégique aussi est une dimension importante au-delà de nos ressources naturelles qui attirent les uns et les autres. Et donc le Sahel est un peu au confluent de l'ensemble de ces différentes dynamiques. Donc au sein de notre continent, le Sahel aussi cristallise une série d'enjeux sur lesquels je vais revenir. D'abord, des enjeux sécuritaires liés à la lutte contre le terrorisme, mais aussi à la criminalité transnationale organisée. Souvent, il ne faut pas qu'on se focalise trop aussi sur le terrorisme parce que le trafic de drogue aujourd'hui est le moteur de beaucoup de choses qui se passent dans notre espace. Dans beaucoup de ces zones, ce sont les trafiquants de drogue qui sont les vrais donneurs d'ordre des groupes terroristes, donneurs d'ordre aussi des groupes rebelles. Donc, les enjeux sécuritaires régionaux sont extrêmement importants dans notre région, mais aussi il y a les enjeux sécuritaires de notre région. Aujourd'hui, nous voyons que des pays comme l'Ukraine ont tenté de déplacer des crises qui se passent dans d'autres espaces, mais là aussi, ma position est un peu celle d'aller un peu plus en profondeur parce que il ne faut pas que nous pensions que la présence de l'Ukraine dans notre espace en soi, parce que l'Ukraine est là, parce que les Russes sont là, ils se battent contre ceci. Je pense que, si vous m'excusez le terme, l'Ukraine n'est que le cache-sexe de beaucoup d'autres puissances, de beaucoup d'autres entités qui se cachent de manière tout à fait conveniente en se disant que c'est plus facile de dire que l'Ukraine est là pour se battre contre les Russes, alors que nous savons qu'il y a d'autres motivations pour casser les dynamiques qui sont en cours. L'Ukraine elle-même n'est qu'un instrument par rapport à cela. Donc, cette façon de dire qu'on est en train de déplacer le conflit ici, il ne faut pas, je crois, c'est un écran de fumée dans lequel nous ne devons pas nécessairement tomber. Ensuite, un des enjeux, c'est les conséquences sécuritaires d'errements géopolitiques. Un de ces errements géopolitiques, c'est l'intervention occidentale en Libye. L'intervention occidentale en Libye, comme le dirait l'ancien président Idriss Déby, qui a été mal pensé et le service après-vente n'a pas été assuré et qui est aujourd'hui la cause de la déstabilisation de toute la région, sans que ceux qui en sont responsables sortent même pour en assumer la responsabilité. Et c'est pourquoi des pays comme le nôtre sont... Ce n'est pas la seule cause, je l'avoue, mais c'est une des causes principales aujourd'hui de cette déstabilisation. Donc l'autre enjeu pour le Sahel, ce sont des enjeux démographiques. Je pense que j'ai touché un peu à ça. La jeunesse de notre population est un atout majeur, mais l'absence de perspective politique, de perspective économique pour cette jeunesse la rend naturellement perméable à des groupes hostiles et aussi à la criminalité transnationale organisée. Et nous devons pouvoir créer les conditions nécessaires pour lui donner les moyens de pouvoir être un acteur majeur de différents processus en cours. Face à ces défis, on peut se demander quelle est la réponse donc à apporter. Ceci me permet d'aller au troisième point de ma présentation inaugurale, c'est-à-dire une réponse endogène pour une stabilité et un développement. La réponse ne peut être qu'endogène, a priori. Personne ne peut apporter la réponse à nos défis. Comme on le dit, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un à son absence. Donc, s'il y a une réponse, ça doit être notre propre réponse. Malheureusement, pendant longtemps, nos pays ont toujours été dans des positions, disons même qu'on a été formatés toujours pour chercher des solutions ailleurs. Peut-être dans l'ancienne puissance coloniale, peut-être ailleurs, toujours. Mais on n'a jamais cherché la réponse qui se trouve souvent à nos pieds, que nous ne voyons pas parce que, pour plusieurs raisons. Pourtant, notre défi majeur, c'est que les solutions à nos problèmes, y compris aux problèmes sahéliens, de mon point de vue, ce n'est pas par manque de sagesse, d'intelligence, d'expertise, parce que nous avons tout ça.
Ceux qui sont ici dans cette salle ont été formés aussi dans les meilleures écoles ici et ailleurs. Et souvent, ils sont les meilleurs. Ils ont des mentions plus qu'honorables dans nos écoles et dans les écoles à l'international. Mais je crois que notre plus grand problème, de la traite négrière en passant par la colonisation, la période postcoloniale à aujourd'hui, c'est le manque de confiance en nous-mêmes. Nous ne nous voyons pas, nous ne nous donnons pas de la valeur. Ça, c'est important parce que dans certains cas, je pense qu'il suffit qu'il y ait un jeune expert formé dans une université occidentale, souvent même qui est un stagiaire, qui vient dans nos administrations. S'il produit un papier, nous y accordons plus de confiance qu'à nos experts, qui ont pourtant la connaissance, l'expertise technique, mais qui ont aussi la chance de vivre dans cet espace, de connaître ces problèmes. Donc je pense que notre plus grand problème, quelle que soit la situation en Afrique, c'est que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Et c'est ce que nous essayons de faire maintenant pour pouvoir faire en sorte que nous puissions avoir confiance en nous-mêmes. Même quand vous allez dans une banque, on vous dit tout commence par la confiance. L'argent que vous utilisez, c'est que vous avez confiance, sinon c'est un papier. Donc je pense que la confiance en nous-mêmes est un élément essentiel pour pouvoir trouver des solutions, parce que d'autres ne nous donneront pas cette solution. Nous avons la solution. Peut-être que les conseils, les avis, l'expertise des autres peuvent venir en appui, mais il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous valoriser. Très souvent, la crainte inculquée de trébucher aussi nous a très souvent fait douter de nous-mêmes. Mais je ne pense pas que ça doit nous faire douter, parce que les autres pays que nous suivons, ce sont des pays qui ont fait des choix, qui se sont trompés, qui ont appris de leurs erreurs. Mais pourquoi on ne nous autorise pas, nous aussi, de faire des choix, de nous tromper et d'apprendre de nos propres erreurs? Et je pense que nous avons aussi indiqué que par rapport au Sahel et à la coopération, les anciens systèmes de coopération qui existent, que je voudrais pouvoir interroger, et je souhaite que vous puissiez m'aider à interroger ces anciens systèmes. La plupart de ces anciens systèmes de coopération ont eu tendance à perpétuer la dépendance, mais surtout à privilégier les intérêts extérieurs au-delà des intérêts des populations et des gouvernements de la région. Aujourd'hui, l'arrivée à la tête de nos États d'hommes comme le général Goïta et d'autres responsables aujourd'hui en Afrique fait que nous avons aussi une nouvelle génération qui est décomplexée et qui est prête à opérer un changement de paradigme qui commence par la confiance en soi-même, mais qui va plus loin et qui nous demande même un changement de mentalité. Parce que le problème réel que nous avons, c'est non seulement nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, mais notre façon d'aborder les problèmes peut être complètement problématique parce que les anciens systèmes qui sont là, comme je l'ai indiqué, ne répondent pas à nos préoccupations. Parce que déjà dans la définition, les sous-bassements n'ont pas été définis par nous. Donc nous devons pouvoir faire cela. Et ce changement de paradigme n'est pas facile parce qu'on touche à des intérêts, à des enjeux extrêmement importants. Mais ça demande aussi beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour pouvoir faire ces changements. Au niveau du Sahel, un des changements, parce que bon, vous savez, nous avons tous travaillé sur le Sahel, nous savons qu'il y a plusieurs Sahel, nous savons qu'aujourd'hui, nos partenaires qui travaillent avec nous, il y a plus d'une vingtaine de stratégies pour le Sahel. Or, qui fixe la priorité pour le Sahel? Mais ce sont les États et les populations du Sahel. Si c'est le cas, est-ce qu'on a besoin de 20 stratégies? Quelqu'un qui vient travailler au Mali, mais les autorités doivent pouvoir lui indiquer quelles sont les priorités, il n'a pas besoin d'amener 20 stratégies. Donc, si on sait qui définit les priorités, on n'a pas besoin de 20 stratégies. Donc, c'est pourquoi, face à l'incapacité souvent de ces politiques de coopération à répondre à notre demande, nous sommes sortis de ces paradigmes pour établir un paradigme nouveau, y compris dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel qui a été établie le 16 septembre 2023, qui a été suivie plus tard par la création de la Confédération des États du Sahel. Un des points essentiels, c'est que nous pensons que, la confiance en soi est dedans, le fait qu'il faut compter sur nous-mêmes, parce que là aussi, il ne faut pas se tromper,
On a des amis, on a des partenaires, mais il faut commencer par compter sur soi-même. Parce qu'en définitive, quand certaines situations difficiles arrivent, tu ne vois que toi-même dans le miroir. Donc pour que les autres puissent venir t'aider, il faut que le premier pas soit fait par soi-même. C'est ça l'AES, en se disant que le Mali, le Burkina, le Niger peuvent travailler ensemble, peuvent trouver des solutions. Pourtant, tout le monde s'est levé partout. Sur les télévisions internationales, vous avez entendu partout 3 pays pauvres qui se mettent ensemble, pays enclavés. Tous les négatifs ont été mis en avant. Mais c'est là le problème de confiance en soi devient important. Parce que quand tu commences à écouter ceci, tu ne vas pas bouger. Or, nous savons que ne serait-ce que sur le plan de la sécurité, le peu de moyens que le Mali a, le peu de moyens que le Burkina a, le peu de moyens que le Niger a, mais en les mettant ensemble, on voit le résultat sur le terrain. Parce que le problème n'est pas une question de moyens, le problème c'est une question d'approche. Nous avons décidé que s'il y a une menace au Burkina, c'est une menace pour le Mali, c'est une menace pour le Niger. Ça déjà c'est une force. Donc il ne faut pas que les gens nous amènent à penser ceci. Donc pour nous, c'est de dire qu'on n'attend plus que l'aide vienne d'X, Y, mais l'aide viendra peut-être de Ouagadougou, de Niamey, de Dori, de Bobo Dioulasso. Donc ça déjà, je pense que c'est un changement de mentalité. Et nous voyons que si le Mali a un hélicoptère, le Burkina a un hélicoptère, le Niger a, si on met ensemble, on a déjà 3 hélicoptères. Donc je pense que la mutualisation de nos efforts, et surtout ce qui est important, c'est la sincérité dans les relations. Donc je pense que ça, c'est vraiment un changement de paradigme parce que chaque fois que nos pays ont eu des problèmes, moi, on voit ici en Afrique, je vais venir aussi pour en parler dans les conclusions, chaque fois qu'il y a des problèmes, on attend l'aide de l'extérieur. Or, une aide n'est jamais dénuée d'arrière-pensée. Quelle que soit la justesse ou les bonnes foi de ces acteurs. Donc, je pense que l'AES est une dynamique importante par rapport à cela parce que nous avons dit que ce n'est pas de l'arrogance de dire qu'on a besoin de personnes aussi. Ce n'est pas le cas. On a besoin d'autres, mais ce besoin-là doit se situer par rapport à ce que nous faisons. Aujourd'hui, dans le cadre de l'AES, nous avons aussi le courage de dire non, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un paye un chèque qu'on va le suivre. Si ton chèque ne va pas dans la direction que nos pays ont définie, si ton appui ne vient pas aider nos armées dans le cadre de la vision stratégique que nous avons définie pour nos armées, mais nous avons le courage de dire non, merci. Y compris dans la région, pour des États autour de nous, qui veulent nous dicter des choses d'une certaine façon, on doit pouvoir dire non. Donc, je voulais vous dire que je ne veux pas parler du Sahel aussi de façon générale. Je voudrais vous amener aussi à l'AES pour que vous compreniez pour nous les changements au Sahel, c'est un peu aussi tout ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'AES. Un, pour la sécurité, travailler ensemble, mutualiser nos efforts, parce que l'armée est d'abord bâtie sur la confiance. Je ne veux pas permettre à ton armée de faire 1 mètre sur mon territoire si je n'ai pas confiance en soi. Et aujourd'hui, nos armées travaillent à un niveau d'intégration que vous ne pouvez pas soupçonner. 2, aujourd'hui, notre action diplomatique, elle est harmonisée. Elle est partagée, on n'est pas d'accord sur tout, mais on se met ensemble pour pouvoir travailler ensemble et parler d'une seule voix. Et le 3e, c'est l'aspect développement économique. Parce que nous sommes conscients que les réponses ne peuvent être apportées que si nous travaillons à renforcer l'intégration économique, les projets structurants, créer un espace où nos populations peuvent se déplacer et faire des affaires ensemble. Mais aussi, ce qui est important aussi, c'est l'appropriation nationale. L'AES, c'est l'appropriation au niveau régional, mais c'est l'appropriation nationale. L'appropriation nationale, pour nous, au Mali, est fondée sur 3 principes clés qui ont été aujourd'hui constitutionnalisés: le respect de la souveraineté de nos pays, le respect aussi des choix souverains du peuple et la prise en compte de ses intérêts. Et comme je l'ai indiqué, pour des pays comme le Mali, nous n'avons pas mis en avant ces principes juste de façon théorique, parce que ces principes ont une conséquence. Que notre gouvernement, notre chef d'État, notre pays, nous avons décidé d'assumer. Si vous voyez les problèmes, les crises que nous avons ou les tensions avec les uns et les autres, c'est chaque fois qu'il y a eu déviation par rapport à un de ces principes où nous devrions nous assumer et où nous nous sommes assumés, parce que s'assumer aussi a des conséquences. Beaucoup de formes de conséquences. Donc chacune de ces lignes
Si j'ai le temps, je peux venir, mais je crois que c'est ça. Parce que si on parle même de souveraineté, les gens pensent oui, mais pourquoi on est encore en train de parler de souveraineté? Parce qu'il y a beaucoup qui ont nié notre faculté, notre capacité à pouvoir décider pour nous-mêmes. Donc, mettre les principes en avant, c'est important, mais dans le cadre de l'appropriation, il faut que nos pays, nos États, nos populations puissent aussi dire non si nous estimons que ce que vous voulez faire avec nous ne va pas dans le sens que nous souhaitons, parce qu'une amitié aussi, c'est beaucoup la sincérité aussi par rapport à cela. Donc, la mise en œuvre donc, de ces différentes stratégies, y compris l'appropriation et la définition de nos priorités, m'amène au quatrième point de mon intervention, qui est la reconfiguration de la coopération internationale. Cette reconfiguration commence, comme je l'ai indiqué, sur la base de nos 3 principes que nous avons mis en avant. Jusque-là, naturellement, la coopération internationale ou la coopération avec les pays du Sahel ou la coopération avec le Mali a été basée sur ce qu'on appelle l'aide au développement, que je voudrais mettre entre guillemets parce que je n'aime pas tellement répéter ce thème, parce que si je veux le développer aussi, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses dedans. Est-ce que c'est une aide vraiment? Est-ce que cette aide conduit au développement? Est-ce que c'est le développement l'objectif de cette aide? Donc, il y a toutes ces questions que je voudrais que vous puissiez nous aider à pouvoir répondre également. Et aussi, quand on fait une analyse des chiffres récemment publiés par l'OCDE, parce que l'aide au développement, entre guillemets, sa contribution est minimale par rapport aux besoins de développement des pays comme le Mali, aux besoins de développement du Sahel, même aux besoins de développement de l'Afrique dans son ensemble. Mais si elle était utilisée de manière judicieuse, elle peut créer un effet catalytique pour pouvoir se... Mais on ne peut pas se développer sur la base de l'aide. On peut pas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas. Mais quand on regarde l'aide au développement elle-même, l'OCDE, dans ses chiffres, indique qu'en 2023, toute l'aide au développement au plan mondial était de 223 milliards de dollars. Et ce chiffre masque en réalité trois réalités. Un, c'est que 10% de cette aide va directement à l'Ukraine, à elle seule. Deuxième élément, ce chiffre comprend des contributions aussi qui vont aux organisations internationales. Et 3, 17 des 36 pays donateurs ont récemment diminué leur aide de façon globale. La part qui est consacrée dans ces 237 millions, c'est 42 milliards qui vont à l'Afrique. Et dans ces 42 milliards, c'est 36 milliards qui vont directement à l'Afrique subsaharienne. Et tous ces montants sont inférieurs à nos besoins de développement et aux besoins de financement de nos économies. Ça veut dire qu'en plus de ce qu'on appelle l'aide au développement, il faut parler aussi d'investissement, de financement, y compris l'investissement direct étranger. Mais aussi, ce qu'il faut intégrer aussi, c'est la mobilisation des ressources internes dont nos États ne parlent pas. Parce qu'aujourd'hui, si on prend que le cas du Mali, plus récemment, avec les changements qu'il y a eu au niveau du code minier, on s'est rendu compte qu'il est possible de générer beaucoup de ressources internes. Si un pays comme le Mali aujourd'hui contrôle l'ensemble de son territoire national avec des postes douaniers un peu partout, un contrôle effectif, on peut générer aussi beaucoup de ressources pour nos pays. Si nous utilisions la digitalisation aujourd'hui, il est possible de pouvoir générer beaucoup plus de ressources pour nos pays, parce que aussi dans cette coopération internationale, il faut penser aussi que la richesse peut souvent se trouver chez nous. Peut-être qu'on n'a pas allé chercher là où ça se trouve. Donc, il faut pouvoir mettre l'aide au développement, les investissements publics et privés internationaux, et aussi ajouter à cela la mobilisation de ressources internes. Donc, il faut aussi que les pays comme le Mali, et notamment dans les pays de l'AES, que nous nous organisons à nous sortir progressivement de cette logique d'assistance perpétuelle. Parce que l'aide telle qu'elle est conçue, il n'y a pas de porte de sortie. 60 ans on fait ça, bon, ça a pu aider à boucher les trous ici et là, mais globalement, on n'a pas avancé. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique de dépendance, parce que si on regarde même sur le plan de l'armée, tous les appuis dont nous avons bénéficié pour l'armée au niveau du Mali
C'était des appuis qui créent la dépendance, qui nous ont jamais mis dans une position de pouvoir créer les capacités d'assumer notre défense. Vous prenez dans le cadre du développement, c'est la même chose. Souvent, on est sous perfusion. Mais tu ne vas pas guérir. Donc, il faut qu'on sorte un peu de cette logique de cela. Et aussi, il faut le reconnaître. Beaucoup d'aide au développement, aujourd'hui, il est donné avec beaucoup de condescendance. Il faut qu'on sorte de ce schéma pour entrer dans des schémas de partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que je disais au début. Celui qui vient aider souvent a même plus besoin de cette aide que nous, dans la façon dont cette aide est dépensée. Or, ce dont on a besoin, c'est de partenariat, parce que c'est lui qui vient aider. Mais dans certains cas, cette aide-là crée plus d'emplois chez eux que chez nous. Donc, il faut qu'on s'asseye, qu'on regarde. Est-ce qu'on peut travailler dans la sincérité? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous avons? Comment on peut travailler ensemble pour que toi qui viens, tu gagnes et je gagne? Parce que même dans l'aide, tout le monde gagne. Hein? Ce n'est pas dire qu'il y a un récipiendaire au bout. Donc, ce n'est pas une aide qui est donnée juste par altruisme. Ne pensez pas que des contribuables d'autres pays étrangers sont juste des philanthropes qui viennent vous aider. Il y a certainement de la philanthropie dedans. Mais aussi, cette aide souvent vient avec une contrepartie souvent politique. Je pense que la Suède qui nous a quittés récemment est un des exemples vivants d'un pays qui dit que moi j'arrête votre aide parce que vous avez coupé vos relations avec l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'a jamais été partie de notre engagement avec la Suède. Et même la façon de le faire. Je pense que quel que soit le montant du chèque, il faut d'abord respecter la dignité des gens. Il ne faut pas penser que parce qu'on donne un chèque, qu'on peut vraiment dicter ce qu'on veut. Donc, il y a toujours une contrepartie. L'autre contrepartie, c'est même nos votes aux Nations Unies. On vous donne pas parce que tu as voté à gauche, tu as voté à droite. C'est pas gratuit. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale sont instrumentalisés quand vous ne faites pas ce que les autres font. Donc, je pense que cette aide-là, elle n'est pas neutre, elle n'est pas gratuite. Mais, si elle est faite sur nos termes, sur la base de nos priorités, ça peut contribuer. Donc, ne pensez pas que je suis en train de dire que c'est inutile, mais il faut que nous-mêmes, on soit réalistes par rapport à ces questions. Qu'on regarde que ceux qui viennent, ce sont des partenaires. Et qu'on regarde un partenariat, c'est un ensemble. Voilà, ce n'est pas juste la partie aide qui est importante, sinon qu'il y a la contrepartie. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut un partenariat clair, il faut des intérêts mutuels, il faut une définition de ces intérêts mutuels et que ces intérêts mutuels soient acceptés de part et d'autre. Donc, mais avec ces positions, souvent certains pensent qu'on a des positions radicales, etc., qu'on veut s'isoler. Ce n'est pas ça, c'est une question d'objectif. Parce que quand on a un objectif, on s'y tient, on paye le prix qu'il faut pour pouvoir y arriver, mais je pense qu'il faut que nos partenaires aussi puissent changer pour qu'on puisse cheminer ensemble. J'ai indiqué également qu'il était important que ces mentalités changent également, parce que quand on regarde, beaucoup de nos anciens partenaires traditionnels qui travaillent avec nous considéraient nos pays aussi, le Sahel ou d'autres pays, comme leur précaré. J'allais même dire que certains pensent qu'on est leur propriété, ou qu'on est un tapis sur lequel on peut s'essuyer les pieds. Non. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a une nouvelle génération. Il va falloir qu'on se regarde, qu'on s'engage dans des partenariats d'égal à égal pour pouvoir se parler et définir ensemble un intérêt mutuel et aller vers une relation équilibrée. Parce que ça aussi, vous qui êtes dans la réflexion, vous devez pouvoir nous aider ces partenaires à comprendre que les choses ont changé. Les gouvernants ont changé. Les gouvernements ont changé. Les populations africaines ont changé. Donc, s'ils veulent travailler aujourd'hui avec ces populations, il faut qu'ils comprennent qu'il faut faire les choses différemment. Donc, autrefois, venir, prendre, piller, partir n'est plus une option viable pour eux. Mais aussi, un des points que nous devons intégrer, c'est que cette coopération internationale ou ce partenariat gagnant-gagnant doit s'inscrire dans une approche de transformation structurelle de nos économies. Parce que depuis la colonisation, tout ce qu'on a fait, c'est d'exporter nos matières premières et d'importer des produits industriels.
Et pour que nous puissions créer la valeur ajoutée, créer de l'emploi pour nos jeunes, développer nos économies, les transformer, mais il faut que dans tous les secteurs, y compris le secteur minier et agricole, qu'on puisse transformer. C'est cette transformation qui crée la valeur, donc on ne peut pas s'inscrire dans un modèle néocolonial de perpétuation, juste d'être dans une fonction de producteur de matières premières sans pouvoir. Et souvent quand on veut discuter ces conditions, c'est ce qui crée des problèmes, on renverse même le gouvernement, parce qu'ils veulent remettre en cause ce statu quo colonial. Donc il est important maintenant de venir certainement à mon dernier point, qui est aussi pour pouvoir faire l'ensemble de ces changements aussi de l'aide internationale, parce que l'aide internationale elle-même n'est qu'un instrument. Il faut maintenant aller au 5e point de ma présentation, qui est la réforme de la gouvernance mondiale. Parce que cette aide, elle est donnée dans le cadre d'une gouvernance politique, économique et commerciale mondiale qui définit les objectifs et les règles du jeu. Or, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la crise des différents mécanismes de la gouvernance mondiale. J'allais même dire une crise de la gouvernance mondiale. Ça veut dire que les institutions, les structures que nous avons ne sont pas souvent représentatifs, ou ne disposent pas d'un leadership capable de dessiner des solutions, ou ne disposent pas aussi, ou ne font pas la place, parce que nous sommes dans un monde encore post-1945, Seconde Guerre mondiale. Et de 1945 à aujourd'hui, le monde a fondamentalement changé parce qu'il y a de nouvelles forces qui sont apparues. Il y a de nouveaux pays, il y a des puissances économiques qui sont apparues sur la scène internationale, des puissances démographiques qui ne sont pas intégrées dans cette gouvernance. Si vous prenez ne serait-ce qu'aux Nations Unies, le Conseil de sécurité aujourd'hui ne reflète pas cette réalité, et les Nations Unies, dans la plupart des cas, sont incapables d'apporter des solutions, y compris ici au Mali, à cause des déficits de gouvernance au niveau mondial. Donc il faut pouvoir revoir ces institutions. Et donc le fonctionnement aujourd'hui, la politisation et l'instrumentalisation de ces institutions internationales sont des causes de manque d'efficacité et même de pertinence de leur intervention au niveau du Sahel. Je prends en particulier le cas aujourd'hui de la Banque mondiale, du FMI, qui ont été créés pour des objectifs simples, mais qui ne sont pas des objectifs qui vont dans le sens des intérêts et des aspirations de nos populations, mais qui visent plutôt à imposer et à perpétuer une domination de certaines puissances économiques et commerciales mondiales, et qui, en définitive, aujourd'hui deviennent même des entraves ou même des obstacles à notre aspiration au développement. Donc, il est plus que urgent, de notre point de vue, de procéder, au-delà des discours, à une refonte complète de ce système de gouvernance mondiale pour que nous puissions regarder de quoi le monde a besoin pour avancer. Parce que ce qui est là aujourd'hui fait l'affaire d'une minorité, mais ne fait pas l'affaire de la grande majorité qui existe dans le monde. Donc il faut revoir ces différents mécanismes. Il faut que ces mécanismes répondent aussi aux aspirations, par exemple, de l'AES. Aujourd'hui, le cadre que nous avons créé n'est pas toujours bien perçu par ces différents mécanismes, parce que ces mécanismes souvent ne sont pas là pour aider, parce qu'ils pensent que, et ils connaissent nos priorités à notre place. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, un des éléments de la gouvernance mondiale, vous avez suivi qu'en Russie se tient le sommet des BRICS, les BRICS qui constituent aussi une alternative, il faut l'avouer, une alternative face à la défaillance de cette gouvernance mondiale, où, à défaut de pouvoir prendre en compte ces nouvelles réalités, des gens se mettent ensemble pour pouvoir travailler, pour pouvoir créer une dynamique politique multilatérale, pour pouvoir créer aussi un cadre économique multilatéral, pour travailler même, faire des échanges souvent dans nos monnaies locales. Parce que certaines puissances utilisent leur monnaie comme une arme. Et qu'en définitive, nos pays vont se demander est-ce qu'il ne faut pas chercher de solutions. Donc il y a les BRICS, il y aura aussi d'autres changements. Et à côté des BRICS, je pense que des structures comme l'AES aussi, dans notre espace, sont aussi une réponse peut-être à la défaillance du régionalisme que nous avons connu dans notre région, où nous ne sommes plus assis à contempler, à regarder les réalités, mais nous nous sommes mis ensemble pour pouvoir répondre à cela. En résumé, le Sahel est une région stratégique,
géopolitiquement parlant, mais aussi c'est une région qui est pleine d'opportunités et que ces opportunités doivent être exploitées pour répondre à nos défis. Et reconnaître que le Sahel, rien ne pourra se faire en Afrique sans le Sahel. Je vous l'ai indiqué, 4 des 5 régions africaines sont dans cet espace. En plus, le Sahel, en tout cas nous, au niveau de l'AES, nous n'entendons plus subir. Nous voulons être des acteurs dans la définition du destin de nos populations et de nous-mêmes. Et être aussi, le Sahel doit être aussi un des pionniers par rapport à l'émancipation du continent et le panafricanisme. Donc il y a beaucoup de bouleversements aujourd'hui qui sont intervenus dans notre région, et des bouleversements souvent induits par les populations dans l'espace du Sahel, mais aussi en Afrique de façon générale. Il faut pouvoir les intégrer dans votre analyse. Je pense que ce n'est pas seulement une création des médias, mais c'est une réalité, et ces populations aspirent aussi à un changement de paradigme. Je pense que nous devons pouvoir les intégrer. C'est vrai que nous sommes tous venus aussi à ce séminaire avec certainement nos certitudes, avec nos convictions qui sont souvent ancrées sur la base de recherches académiques, ou souvent aussi de réalités de terrain, comme certains de nous qui sommes des décideurs. Mais j'aimerais pouvoir vous laisser avec quelques interrogations, vous qui êtes des chercheurs, des opérationnels, des stratèges militaires. Je voudrais vous laisser avec 10 questions à répondre. J'espère que ce n'est pas plus que les TDR de votre conférence. La première, c'est que dans un contexte de guerre informationnelle aujourd'hui, quel degré de confiance devrions-nous ou pourrions-nous avoir désormais dans les organes de presse, dans nos gouvernements, dans toute entité qui prend une décision ou qui produit une information? Je pense que ça, c'est une dimension que je voudrais que vous creusiez un peu. Deuxième question, comment comprendre la difficulté que les pays du Sahel ont pour d'abord se faire entendre, se faire comprendre, faire en sorte que leurs aspirations, comprendre que leurs aspirations ne sont dirigées contre personne, mais c'est plutôt pour la recherche du bien-être de nos populations, pour la recherche de notre dignité. Quelle peut être votre contribution à cet égard? Troisième élément. La patience, dit-on, est comme le fer. Elle résiste longtemps à la chaleur, à la pression, mais à une température, elle fond. Quelle température faudra-t-il atteindre pour que la résilience des populations fonde et que les agressions extérieures ne deviennent radicalement intolérables? Quatrième interrogation. Le cours de l'histoire est en marche et les évolutions sont inéluctables. Nous avons des responsabilités collectives, mais aussi partagées. Pour notre part, en qualité de gouvernants, il nous revient de mettre les intérêts de notre pays et de nos pays et les besoins de nos populations au centre de notre action. Dans ce contexte, quel rôle les intellectuels jouent-ils ou joueront-ils dans ce réaménagement des équilibres géopolitiques? 5. La neutralité est-elle encore possible? Est-elle pertinente? Être neutre, n'est-ce pas déjà prendre position? Sixième interrogation. Quel rôle les think tanks, les structures d'influence, comme l'école de maintien de la paix, comptent-ils prendre pour la remise en cause des doubles standards, j'allais même dire d'une certaine hypocrisie internationale? Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, comme le disait le penseur Blaise Pascal. Pour le paraphraser dans notre espace, je dirais légitimité en dehors de l'AES, jointe pour dedans, point d'interrogation. 7. L'appel pressant des populations du Sahel pour les relations fondées sur le respect mutuel, sur leur dignité, leurs différences, est-il correctement et suffisamment relayé? Avons-nous manqué collectivement à notre devoir de relayer de manière intelligente une aspiration pressante? 8. Face aux exigences de la jeunesse décomplexée, pouvons-nous continuer à garder la tête dans le sable, comme les anglophones le disaient, à faire business as usual, ou faut-il se réinventer? 9.
Des partenaires objectifs ont compris la nécessité de passer d'une coopération dite assistance, entre guillemets, à un partenariat gagnant-gagnant où les intérêts mutuels sont définis. Les partenaires traditionnels du Sahel seront-ils au rendez-vous du renouveau de cette coopération avantageuse fondée sur le respect et les avantages mutuels? 10e interrogation que je voudrais vous laisser. Quelle est la place de la coopération et de la solidarité inter- et intra-africaine dans tout ce contexte dont vous parlez en termes de coopération? Parce que quand nous regardons aujourd'hui, nous nous rendons compte que quand il y a des problèmes qui se passent en Afrique, les autres Africains sont plus spectateurs qu'acteurs. Quand le Mali saigne, d'autres regardent ailleurs et on attend qu'une puissance extra-africaine vienne nous aider. Pourtant, l'Afrique qui travaille avec des puissances extérieures qui ont la taille du Nigeria ou de l'Afrique du Sud, est-ce que le secours ne peut pas aussi venir de l'Afrique? Est-ce que les Africains comprennent la possibilité ou la capacité qu'eux-mêmes ils ont de pouvoir aider d'autres Africains à sortir de la situation? Ça, c'est la dernière question que je voulais vous laisser, en vous demandant encore une fois de sortir des sentiers battus, d'être le plus provocateur possible, de sortir du confort intellectuel ou des schémas qui nous ont été définis pour faire en sorte que cette école de maintien de la paix soit le point de départ du regard nouveau que nous jetons sur nous-mêmes, sur nos pays, mais aussi de pouvoir nous aider à trouver cette solution qui est à nos pieds que nous allons chercher outre-mer. Je pense que c'est en cela que des institutions comme celle-ci peuvent être utiles. C'est en cela que même d'autres institutions similaires qui existent dans d'autres pays viendront pour pouvoir travailler avec l'école de maintien de la paix, parce qu'ils pensent que vous pouvez aussi aider à trouver cette solution, mais cette solution basée sur la sagesse locale. Donc je voudrais pouvoir m'en arrêter là. Je sais que j'ai été extrêmement long. Quand on donne la parole à un diplomate, souvent c'est difficile de trouver un point final. Je pense l'avoir trouvé et je vous remercie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel l'agronome. Je suis un agronome, je suis technicien supérieur. Je fais l'élevage du poulet, de la production jusqu'à la commercialisation. Je ne fais pas n'importe quel poulet, je fais la race hybride. Quand je parle de la race hybride, c'est le poulet local amélioré. Et le poulet local amélioré vous permet quand même d'obtenir des poussins, d'engraisser vos poussins, de fabriquer votre aliment. Si vous maîtrisez la nutrition animale, il faut maîtriser ça pour réduire le coût de production. Vous n'êtes pas sans savoir également, les amis, que l'alimentation représente 80% des dépenses. Oui, l'alimentation, c'est 80% des dépenses. Donc, si vous maîtrisez la fabrication d'aliments, vous obtenez vos poussins, vous maîtrisez la commercialisation aussi. Je parle souvent de la commercialisation. Il ne faut pas se lancer dans le poulet pour se lancer dans le poulet. Il faut maîtriser la commercialisation, il faut transformer le poulet, il faut maîtriser le marketing de communication, le marketing de vente et le marketing de produits. Il faut améliorer le produit. Les amis, les gens aujourd'hui, ils achètent l'esthétique. Ils achètent l'esthétique. Donc, améliorer le produit. Si vous êtes intéressé par nos produits, nos formations, le numéro est devant vous. Et une fois encore,